to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Nous ne sommes pas jeudi matin à 9h30 sur la chaîne Twitch de Romain Dasnois. Nous ne sommes pas en train de regarder Pop Culture Café, mais il y a quand même des similitudes. Je suis très content parce que nous allons parler de beaucoup de choses qui nous relient, dont un certain John Williams, qui n'est plus à présenter, compositeur important dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la musique aussi. Et pour en parler, et pourquoi on va en parler? Parce que le vendredi, ça c'est important, le vendredi 14 avril à partir de 20h15, est-ce que c'est bien ça, Romain? Oui. Voilà, à partir de 20h, voilà, 20h15, il y a alors je vais dire exactement ce qu'il y a sur l'affiche, comme ça je ne me trompe pas. C'est un hommage, tribute to John Williams, Legendary Saga et les musiques des films suivants, Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones. Et en guest star, il y a Paul Freeman, que vous connaissez, qui est un acteur, qui a joué entre autres René Belloc dans Indiana Jones, les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier. Et c'est organisé par Overlook Events. Et Overlook Events, c'est aussi Romain Dasnois. Et tout ça sera, j'ai envie de dire, animé, orchestré par Vivien Lejeune ce soir-là. Et ça sera au Grand Rex. Et toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire quand même une petite émission d'une heure, une espèce d'apéritif comme ça? Parce que si je les lance sur John Williams, ça va durer au moins 24 heures. Et il va y avoir des digressions. On va parler de sac à métaux. Comme on dit souvent, on pourrait écrire un livre sur John Williams. Littéralement. Maintenant, des livres sur John Williams, il y en a plein. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ce qu'il y a en termes de littérature. On ne le fera pas, mais oui, John Williams, c'est un sujet sans fin, c'est un puits sans fond. Hein. Donc, oui, ça tombe bien parce qu'en plus de savoir vachement bien, c'est exprès de dire vachement, savoir vachement bien parler, ces deux lascars sont aussi écrivains et ils sont venus à la base sur la chaîne parce qu'ils avaient écrit des livres. Romain Dasnois, c'est un livre sur Indiana Jones édité chez Faire d'édition. L'information dans le descriptif de la vidéo, et puis Vivien Lejeune qui a une espèce de taulier maintenant voilà, qui était venu pour parler et de Dune et du Seigneur des Anneaux, toujours édité chez Faire d'édition, et les deux avaient accepté avec beaucoup de bienveillance de venir parler de Fabelmans. Voilà, donc là aujourd'hui on va parler de John Williams et j'espère n'avoir rien oublié. Si une question, comment allez-vous, messieurs? Mais tellement bien. Oui, tellement bien. On est bien, hein. On est bien. On est bien chez Microciné. Tu vois, comme tu l'as remarqué, j'ai la veste Microciné, on l'a dit maintenant, elle s'appelle la veste Microciné. Il y a pas meilleur. On peut pas être un meilleur endroit qu'ici. Ouais. Et puis je rappelle aussi que tous les jeudis, hein, quand vous pouvez, vous retrouvez avec du café, parfois des viennoiseries, sur la chaîne Twitch de Romain pour parler de pop, culture, café. Et c'est tous les jeudis, c'est à partir de 9h30 à midi. Et pour moi, c'est une émission importante et je vous invite à aller voir et écouter les replays. Voilà, bon. Parlons maintenant de ce qui nous réunit, à savoir John Williams, mais aussi et surtout cet événement, le 14 avril, 20h15 au Grand Rex. La parole est à toi, Romain. C'est quoi cet événement? Pourquoi événement? Pourquoi encore parler de John Williams? Question provocatrice. Pourquoi encore parler de John Williams aujourd'hui? C'est extrêmement pertinent et tu as bien raison. À chaque fois que je suis intervenu sur ta chaîne, 2 fois, mais bon, ça commence à être beaucoup. Jamais trop, mais ça commence à parler. C'est pour parler d'Indiana Jones, ensuite de Fabelmans, et ensuite, là, aujourd'hui, on parle de John Williams. Donc, j'ai l'impression de toujours tourner un peu autour du même sujet. Alors que, des sujets, j'en connais plein, mais effectivement, c'est très central dans notre culture. Et puis, c'est très central dans la culture de beaucoup de monde, y compris le grand public. Donc, c'est toujours plus facile de créer un concert John Williams que de créer un concert. On aimerait créer des concerts, y compris de très grands compositeurs comme Jerry Goldsmith ou James Horner. Hein, c'est des choses qu'on évoque régulièrement avec Vivien, mais ce ne serait pas forcément le même impact auprès du grand public. John Williams, ça fait partie vraiment des très 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 grands noms que les gens connaissent spontanément, où ils peuvent se dire on est fan de John Williams avant de dire on est fan de Star Wars, on est fan d'Harry Potter. Et ça, cette particularité, elle n'est pas partagée avec beaucoup d'autres compositeurs. James Horner, on est
des fans, des amoureux fous hein, avec Vivien de James Horner, malheureusement, le grand public va l'identifier avant tout parce qu'ils vont aimer Titanic, Braveheart, Avatar, enfin, tous les grands films sur lesquels il a travaillé. Et puis évidemment, certains peuvent se dire non, je suis fan de James Horner. Mais avec John Williams, c'est une vérité universelle qu'il va partager peut-être avec Hans Zimmer, par exemple, d'un point de vue purement commercial. Alors, pour la faire très 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 courte, moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années maintenant en travaillant dans des salons et des festivals de cinéma et de musique et de culture japonaise, et en l'occurrence dans un festival qui s'appelait Jules Verne, à organiser des concerts de musique de film. Et l'un des tout premiers que j'ai fait, je crois que c'était 2004 ou 2005, quelque chose comme ça, au Grand Rex, avec le festival Jules Verne. C'était un concert de musique de film d'aventure. Je crois que ça s'appelait comme ça d'ailleurs, concert de l'aventure, où il y avait de tout, des grands films classiques, plus récents. Et tous les ans, il y avait ce concert symphonique au Grand Rex. Alors il faut bien préciser qu'à l'époque, c'était très rare, hein. Des concerts de musique de film, on n'en trouvait pas, il n'y avait pas d'écran, c'était pas des ciné-concerts, c'était des concerts. Et c'était effectivement pas courant. Donc c'était à chaque fois des grandes messes hein, où les cinéphiles se retrouvaient. Et j'ai pris le goût à ça. Et à l'intérieur, évidemment, de ces concerts, on avait tous les grands compositeurs, pardon, hein, dont John Williams. Je ne vais pas tous les citer parce que effectivement, on était sur cette démarche de jouer ce que l'on estimait être les grandes partitions de musique épique, d'aventure, ou l'idée qu'on pouvait s'en faire. Donc c'était très hollywoodien, évidemment. Et John Williams est arrivé. John Williams est arrivé dans ma vie, mais bien avant. Mais en concert, je me suis vu travailler sur les partitions avec les orchestres, avec les régisseurs d'orchestre, avec les chefs d'orchestre, des gens comme John Scott ou David Newman la dernière année. Et quand j'ai créé ma société Overlook Events, l'une des premières choses que je voulais faire, c'était un hommage à John Williams, parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de concert avec que du John Williams. Donc on l'a fait, on l'a créé en 2016, un concert hommage à John Williams, et à chaque fois on mettait un petit peu les petits plats dans les grands, pour avoir des invités, pour avoir des choses qu'on n'avait pas ailleurs, avec un beau programme maintenant qui est offert à tout le monde, parce qu'avant on le vendait, mais bon, je voyais que moi, je voulais que tout le monde ait le programme. Alors, si tout le monde ne l'achète pas, moi, je l'offre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on offre un programme. On a un invité, comme tu l'as dit, c'est Paul Freeman de Indiana Jones. En 2016, c'était l'ami Ki Kwan qui était un peu au creux de sa carrière aujourd'hui, qui a redémarré tout ça et qui a remporté un Oscar récemment. On a eu Anthony Daniels de Star Wars, on a eu des acteurs d'Harry Potter. Donc, cette formule, ça fait déjà quelques années que je la fais. Je la faisais déjà avant ma société Overlook Events, avec le festival Jules Verne. Et aujourd'hui, c'est sa 4e mouture, le concert Les Sagas légendaires de John Williams. Et voilà, donc orchestre, chœur, sur scène, et on se fait plaisir. Et je suis l'organisateur, donc, mais je suis aussi le directeur musical. Je travaille avec l'orchestre, je travaille avec le chef qui était un ami, un chef espagnol, et on travaille sur la setlist. Et puis concrètement, c'est ma setlist, hein. Je mets ce que j'ai envie de mettre, je me fais plaisir entre guillemets. Évidemment, le but c'est aussi de faire plaisir aux gens, mais j'ai envie de dire, peu importe la setlist et peu importe la formule, on fait plaisir aux gens quand on joue du John Williams. Mais j'ai quand même cette joie et cette chance de fabriquer moi-même la setlist, de dire voilà, je vais mettre ça là, etc. De l'articuler comme j'ai envie de l'articuler. Voilà, donc c'est un concert de passion, de passionnés, et c'est toujours des grands moments qu'on vit. Et je pense que Vivien dirait la même chose, puisque effectivement, c'est très c'est une formule très comment dirais-je, c'est une formule qui est très attendue, qui est très basique, mais John Williams, ça reste la base de ce qu'on fait. Il symbolise, et au-delà du symbole, il symbolise notre amour pour l'orchestre, notre amour pour l'orchestration, pour les mélodies. John Williams, c'est tout à la fois. Et en plus de ça, dans sa carrière et dans son œuvre, et je vais finir là-dessus, on a une pluralité musicale qui est assez exceptionnelle.
Donc, à la rigueur, un concert en Zimmer, on sait à peu près comment ça va sonner. Un concert Joe Hisaishi, on sait à peu près comment ça va sonner. John Williams, on sait comment ça va sonner, mais on sait qu'on peut passer vraiment du coq à l'âne musicalement et thématiquement. Et ça, c'est extrêmement rare. Et c'est ce qu'on est aussi très heureux d'amener en concert. Voilà. Désolé, j'étais un petit peu long. Ah non, mais c'est normal. Attends, tu Tu rigoles. ne seras jamais. Enfin, je veux dire, tu peux continuer, ce serait toujours avec plaisir. Alors, avant que Vivien prenne la parole, une autre question très très provocatrice. Pourquoi tu as choisi Vivien pour animer ce concert cet événement? Non, mais vraiment. On va tout savoir. On va tout savoir. Non, mais alors, pour le coup, on se l'est déjà dit, mais comment dire, Vivien, déjà, il avait déjà présenté un concert précédemment avec nous. Hein, c'était Danny Elfman en 2014 quand même, hein, donc c'était pas rien. 2015, voilà. Ouais. C'est très important d'avoir quelqu'un qui nous représente sur scène. Et effectivement, Vivien, Vivien, il est good looking, hein, il présente bien physiquement et il présente bien tout court. C'est un bon orateur, etc. Mais ça, c'est la partie formelle. L'autre dimension, c'est que la personne qui doit présenter les concerts doit avoir une forme de légitimité à être là, quoi. C'est pas juste un présentateur qu'on a payé ou qui est là parce que je sais pas, les planètes se sont, parce que c'est un partenaire, voilà, par exemple, un partenaire média. Non, Vivien, c'est pas un partenaire, c'est une prestation qu'il fait, c'est son métier. Il le fait bien, et en plus de ça, il est légitime. Voilà. Donc je peux pas dire mieux. Et en plus de ça, c'est un ami, et je dois admettre que je suis aussi content de le voir dans cette position-là, plutôt que quelqu'un que je ne connaîtrais pas. Mais ça n'est pas la seule raison, bien sûr. Alors, avant qu'on parle, bien évidemment, j'ai souvent l'habitude de dire de l'intériorité d'un livre ou d'un film, donc l'intériorité de cet événement, parce que ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui fait que de parler du livret, de parler de comment tu as la direction musicale, mais aussi pourquoi ces films-là ont été choisis, entre autres, et est-ce qu'il y a peut-être une espèce de ligne directrice dans le choix des compositions, avant de parler de tout ça, et aussi de parler aussi en général de John Williams. Vivien, j'aimerais juste savoir aussi un peu, toi, ton rapport à ce compositeur, il est colossal depuis ma plus tendre enfance. Moi, il faut savoir que je suis assez vieux, et c'est rigolo parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc ça me fait drôle de dire que je suis assez vieux aujourd'hui en particulier, pour avoir vu le premier Star Wars au cinéma. Donc le fameux thème, la fameuse fanfare, je l'ai pris de plein fouet quand j'étais très jeune. Et je parle bien d'un nouvel espoir, hein, je ne parle pas de... Ça, ce n'est pas la menace fantôme. Ce n'était pas la menace fantôme. Le premier Star Wars, tu sais, l'erreur classique. Ce qui est génial, c'est que, en fait, j'ai eu... c'est très rigolo. Donc, mon premier film au cinéma, ça a été Star Wars. La première VHS de ma vie à la maison que j'ai regardée, c'était Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et la première VHS pirate que j'ai eue, c'était E.T. Donc, il y a du John Williams partout depuis que je suis tout petit. Et donc, mon rapport avec lui a commencé de manière tout à fait naturelle. Quand on aime les films, surtout ce type de cinéma-là, on en aime la musique, et je commençais à écouter, à enregistrer avec mes petits enregistreurs, même tout petit avec mon gros Fisher-Price comme ça, j'enregistrais les génériques, et je me faisais des compiles de génériques quand j'avais même pas 6-7 ans. Hein. Je faisais ça avec les génériques de dessins animés, etc. Donc, la musique de film, de manière plus générale, a toujours été très très présente dans ma vie. Et ce qui est très rigolo, c'est que, pour reprendre un petit peu le parcours de Romain tout à l'heure, on s'est connus avant le Festival Jules Verne, mais il se trouve que pendant que Romain travaillait pour le Festival Jules Verne, moi j'étais rédacteur en chef d'un magazine papier qui s'appelait Cinéphonia, consacré exclusivement à la musique de film, et nous étions partenaires avec le Festival Jules Verne, et justement Jean-Christophe Joffre, etc. Et à l'époque, c'était pas des programmes qu'on offrait, mais c'était Cinéphonia qui était offert sur chaque fauteuil du Grand Rex. Le magazine entier était offert à tous les spectateurs. C'était une sacrée logistique. C'était un sacré coup aussi, mais c'était tellement bien. Et puis, il y a des concerts qu'on a édités chez Cinéphonia Records en double album, sur des beaux digipacks, je les ai encore. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse souvenir. Et avant de dire, j'ai une petite théorie sur la puissance de John Williams, mais je vais la garder pour juste après. Je vais commencer par une citation que vous retrouverez dans notre guide des compositeurs de musique de film qu'on a coécrit avec Romain, justement.
et que Samir a dans les mains, dont on va pas trop parler aujourd'hui parce que quelque chose d'autre se prépare sur Microciné. On laissera Samir vous en glisser un mot. Mais c'est une citation que j'ai choisi de glisser dans le livre. Donc là, je l'ai sous les yeux et elle résume bien ce pourquoi j'aime autant John Williams, ce pourquoi on l'aime autant. C'était une interview, alors perso, hein, j'ai eu la chance de rencontrer John Williams et puis de l'interviewer. Je l'ai rencontré une fois quand j'étais très jeune et après je l'ai interviewé, mais ça c'est toujours fait à distance, par téléphone, par email ou autre, quoi. Et donc là, on est en 2004 et c'est une extrait d'une interview à propos d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le 3e film de la saga. Donc en plus, je suis pas hors sujet parce que ça fait pleinement partie du programme mis au point par Romain pour le concert. Et à cette occasion, il me disait ceci. Donc on est en 2004 et je trouve que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, le 11 avril 2023. Je le cite. L'un des aspects qui manque le plus à la musique de film d'aujourd'hui est l'élément festif. Là, je fais une parenthèse. Vendredi soir, au Grand Rex, ça sera festif. Donc on est tout à fait raccord avec ce que dit John Williams. Je continue la citation. La plupart des partitions sont trop calculées et ne sont ni vivantes ni émotionnelles. Avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je n'ai pas cherché à révolutionner un genre, mais simplement à m'inscrire dans une certaine tradition de la musique pour l'image, celle que je défends, l'expression de l'orchestre et l'expression du thème. Vous savez, je me considère toujours comme un musicien, 3 petits points, et non un informaticien. Ça en dit beaucoup sur l'évolution de la musique de film en général, entre, on va dire, l'âge d'or des Steiner, des Korngold. Je ne vais pas vous faire tout un cours sur la musique de film. Il y a déjà eu des émissions, d'ailleurs, sur Microciné, très bonnes. Vous pourrez voir ça, puis nous, on en reparlera très prochainement. Mais c'est significatif de quelque chose. Et j'ai une petite théorie personnelle, et là, excusez-moi les gens, parce que pour vous l'expliquer, il va falloir que je chante. Je vais essayer En fait, j'ai trouvé que l'immédiateté de John Williams vient du fait que ses thèmes ou ses motifs, ses signatures, comme j'aime les appeler, sont immédiatement reconnaissables et surtout très courtes. Pour faire simple, par exemple, Howard Shore, Le Seigneur des Anneaux, tout le monde adore et tout le monde identifie, mais on identifie sur des phrases un peu longues. Pam 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 pam. Si on va pas au bout de tous ces pam pam pam, on n'a pas tout le Seigneur des Anneaux en tête. Et c'est valable pour plein d'autres choses. Pour que ce soit Morricone, tous les plus grands, même James Horner, c'est sur la longueur. John Williams, c'est en quelques pom-pom-pom seulement. Quelques pom-pom-pom suffisent. Pam 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 pam, c'est tout, on peut arrêter. Pam 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 pam, on s'arrête, on sait. Pam pam pa da 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 pam, on sait. Pam 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 pam, on sait. Harry Potter, pam pam padam pam pam pam, c'est tout, ça suffit. Et je vais arrêter là parce que j'ai fait assez de pom-pom-pom. Mais en fait, je trouve que c'est très révélateur de quelque chose parce que ça paraît simple. Quand je me suis retrouvé dans la salle devant Harry Potter, le premier, de Philosopher's Stone, à l'école des sorciers en français, dès que le logo Warner arrive et qu'on entend ces petits thèmes cristallins, et là, je me souviens très bien de ma réaction. Je me dis, mais il l'a encore fait. C'est-à-dire qu'il identifie les films, les personnages, il leur donne une signature immédiate qu'on a l'impression de reconnaître alors qu'on ne l'a jamais entendu avant. Et il l'a fait pour Home Alone, et il l'a fait pour Superman, et il l'a fait pour Jurassic Park, et il l'a fait pour tellement d'autres choses. Et pourtant, comme le disait aussi Romain dans sa présentation, John Williams, c'est des styles multiples. C'est quelqu'un qui vient du jazz à la base, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de télévision, notamment, d'ailleurs, ça va faire plaisir à Samir, une des toutes premières séries sur lesquelles il a travaillé, c'était un épisode réalisé par John Ford. Malheureusement, j'ai pas la musique de ça, mais ça remonte à loin, au courant des années 60. Incroyable. Voilà. Et donc, cette immédiateté-là fait que on le reconnaît tout de suite. Et c'est ce que disait Romain, il en a fait tellement. John Williams, on l'aime pour John Williams, pour ce qu'il a fait. On peut aller voir un concert Star Wars, ça s'est fait, hein, d'ailleurs. Il y a eu des tournées de concerts que Star Wars, il y a eu des tournées de concerts que Harry Potter, des ciné-concerts, beaucoup aussi. Mais là, cette perspective de faire un tribute to John Williams, sachant que, comme tu as évoqué les sagas qui allaient être jouées, Samir, en ouverture, il y a aussi des petites surprises, il y a des petits compléments. Vous découvrirez ça et dans le programme et sur la scène du Grand Rex. Romain a choisi, à juste titre, de sortir parfois un peu des sentiers battus. Et c'est pour ça que j'aime autant John Williams, qu'il est autant présent dans ma vie, parce que j'ai toujours aimé cette notion de musique narrative où on peut écouter un album entier
en dehors totalement du film et prendre un plaisir différent, sucré, succulent, à un autre niveau, sans même avoir besoin des images, tellement il raconte les histoires et les émotions à sa façon et de manière thématique. Ce qui est moins favorisé par la musique de film plus contemporaine, ce n'est pas une critique que je fais, c'est un constat, mais on peut être très fan de Hans Zimmer, etc. Mais Hans Zimmer, on va baigner plutôt dans une ambiance, dans des concepts, dans des choses comme ça, et on est très loin d'une narration, on est plus dans le concept. Voilà. Et c'est autre chose, c'est une évolution. Encore une fois, je ne critique pas, et je sais que moi je préfère l'école Williams parce que c'est celle qui me parle le plus, mais la musique évolue constamment depuis la nuit des temps, et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais John Williams non plus, même à 91 ans, il donne des concerts. Il est debout sur scène pendant 2 heures. Et voilà. Et c'est tout ça qu'on va célébrer ce vendredi soir. Est-ce que peut-être, merci beaucoup Vivien, est-ce que Romain, peut-être que tu voudrais aussi rebondir sur le rapport que tu entretiens avec Williams et aussi peut-être sur sa... Alors, de ce point de vue-là, avec Vivien, on pense vraiment la même chose. Alors déjà, il y a 2 écoles, c'est pas une question de le penser, hein. C'est clairement, il y a 2 écoles. C'est-à-dire que l'école des compositeurs de mélodies, hein, ce qu'on appelle les motifs, et puis en musique classique, on appelle même ça des leitmotifs, hein, des motifs leaders, hein, qui lead la musique, c'est-à-dire des petites phrases musicales ou des harmonies qui reviennent même dans d'autres mélodies, hein. Un motif n'est pas forcément une mélodie, c'est une clé musicale qu'on va retrouver à différents endroits, et quand on multiplie ces clés musicales, on accompagne donc une narration, et cette narration va être illustrée par des clés qui vont venir ensuite s'entrechoquer. Le meilleur exemple contemporain, c'est le thème d'Anakin de La Menace Fantôme de Star Wars. C'est un thème original de John Williams, mais dedans on a le motif de Dark Vador, en l'occurrence le motif de la marche impériale, pour signifier que ce jeune garçon va plus tard devenir ce qu'il deviendra. Donc ce jeu des motifs, c'est quelque chose qui date bien d'avant, hein, la musique de film, et d'ailleurs la musique de film, si on doit imager un petit peu tout ça, elle existait déjà avec les opéras, les ballets. Les ballets, c'est de la musique à l'image, hein. Alors, il n'y a pas de chant, hein. Les opéras, il y a du chant, donc c'est encore un peu différent. Mais les ballets, pour moi, c'est vraiment l'ancêtre de la musique de film. Et donc, on a tout ce jeu de motifs et de narration musicale que l'on retrouve donc dans la musique de film, on va dire plus ancienne. Et John Williams, effectivement, est le porteur, hein, de très, très symbolique, parce qu'il est heureusement pas le seul, mais de cette école. Et c'est vrai que c'est très typique de ce type de bande originale, hein, d'écouter ces albums et de savoir exactement où on se situe dans le film. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut le faire avec d'autres musiques plus contemporaines, à moins de connaître parfaitement la musique et le film, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors moi, j'oppose les deux, évidemment, comme Vivien, parce que c'est vraiment 2 façons de faire totalement opposées. Mais moi, j'aime les 2 formules, pour le coup. À égalité, je sais pas, hein, j'ai pas fait d'introspection à ce niveau-là. Mais oui, voilà, ce que je peux dire sur John Williams, c'est que c'est cette capacité à trouver des mélodies qui vont tout de suite fonctionner en 5, 6, 7 notes. C'est assez rare, et c'est très compliqué. Hein. Ça, il faut vraiment bien le souligner, c'est que c'est très, très, très compliqué. Installer des ambiances qui vont durer de longues minutes, ça, tout le monde peut le faire. Moi, je peux le faire. Voilà, tout le monde peut le faire. Après, c'est plus ou moins bien produit. Mais trouver la bonne mélodie et ensuite développer cette mélodie dans de l'orchestration, et donc un développement narratif, hein, pour coller aux images et ou aux émotions, ça, il faut avoir une certaine technicité. Il faut connaître le langage de la musique, de l'orchestration, puisque une musique orchestrée différemment va provoquer des choses totalement différentes, mais la même musique, hein, la même mélodie. Donc tout ça fait que John Williams est, encore une fois, dans cette catégorie des grands compositeurs complets, dans tous les sens du terme, et qui accompagnent du coup très différemment les films par leur simple présence. Juste, je vais terminer sur Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion. Je pense que ce film, s'il n'a pas la musique de John Williams, on change totalement d'univers. Ça devient une comédie, je dirais pas basique, parce que ça reste un bon film sans la musique, mais la musique amène quelque chose de tellement extraordinaire à ce film.
il l'emmène dans d'autres cieux, quoi. Ça devient stratosphérique. Et je pense que s'il l'avait traité différemment, je parle de Chris Columbus, hein, le réalisateur qui a amené John Williams sur ce film-là et ensuite qui l'a amené sur Harry Potter, Home Alone, concrètement, c'est pas un film extraordinaire. C'est un gamin qui défend sa maison contre des méchants. Ça se passe à Noël et c'est tout. Et bah, ça, c'est vraiment typique de l'apport d'un grand compositeur, et en l'occurrence John Williams. Il a amené de la sensibilité, de la profondeur, de la grâce, là où, de prime abord, on se dit, il n'y a pas tout ça dans un film comme ça. Eh bien, ils l'ont fait, et ça, on peut dire que c'était le cinéma d'avant. Ça, des Home Alone, on en a plus, peut-être qu'on en aura un jour, mais ça, j'aime pas dire c'était mieux avant, mais sur ce cas précis, on peut dire que John Williams fait partie des très grands représentants qu'on n'a plus aujourd'hui. Alors, il est toujours là, il compose toujours, mais c'est en phase d'être fini, d'être terminé, d'être passé. Peut-être que ça va revenir avec d'autres compositeurs. Ces vagues de styles musicaux et d'approches scénaristiques et narratives reviendront peut-être. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est révolu, que les Harry Potter qui sont pas si vieux que ça, eh bien, c'est déjà du cinéma classique qu'on n'a plus aujourd'hui. On espère que ça reviendra, bien sûr. Parfois, on a des petites fulgurances. Hein. Je l'avais noté sur un live récemment, Les Animaux Fantastiques de John Debney. Je trouve que justement, James Newton Howard. Et James Newton Howard, excuse-moi, je parlais de John Debney sur un autre film, de James Newton Howard. Effectivement, on était un peu sur cette catégorie de films à l'ancienne et de musique de film à l'ancienne. Le film, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais plus de quand il date ce film, il a moins de 10 ans. Hein. Oui, ou à peu près. Je n'ai plus la date en tête non plus. Hein, mais ça reste une exception. Voilà. Donc voilà, je suis assez raccord à ce qu'a dit Vivien juste avant. Je me permets une petite digression. Je demande souvent à mes invités s'ils ont une image marquante. Est-ce que, concernant John Williams, est-ce qu'il aurait, lui, une note marquante? Moi, j'en ai une. Vas-y. Moi, l'un des plus beaux morceaux, alors pas en termes de beauté musicale ou de beauté formelle, de John Williams, c'est donc un morceau qui s'appelle The Map Room Down, donc qui est un morceau du premier Indiana Jones, quand Indiana Jones descend dans donc le puits des âmes, je crois. Non, dans la map room, le puits des âmes, c'est après. C'est après, oui. Il descend dans la map room, dans la salle de la carte, pour, avec le bâton, etc., trouver où se situe l'Arche d'Alliance dans les ruines de Tanis, en Égypte. Et ce morceau est assez court. En plus, il est entrecoupé de petites phases musicales un peu percussives, parce qu'on est dans la narration et les phases musicales percussives renvoient aux nazis. Mais la partie centrale de ce morceau The Map Room, qui est très court, hein, c'est un morceau très court, on a donc le thème de l'Arche d'Alliance, et on a cette montée en puissance musicale et orchestrale qui est il faut voir la scène pour comprendre. Il y a une montée en puissance narrative, visuelle, et en plus de ça, il n'y a pas un mot prononcé, c'est une séquence muette. Et on arrive sur ce point d'orgue, hein, comme on l'appelle en musique, et là pour le coup, c'est un point d'orgue également narratif, puisque le rayon du soleil vient frapper le médaillon de Ra et vient dévoiler l'emplacement sur la carte de l'Arche d'Alliance. Donc on a un peu un alignement des planètes, que ça soit narratif, visuel et musical. Et à ce moment-là, on a une note à la trompette. Et cette note-là, si je dois garder une note dans toute l'œuvre de John Williams, c'est celle-là. C'est la note de trompette qui est le point d'orgue de The Map Room dans Indiana Jones. Bravo. D'abord, oui, je plus sois, bien évidemment. Moi, alors c'est pas forcément celle que j'écoute le plus. Je suis toujours plus enclin à mettre E.T., Indiana Jones, etc. Mais je veux dire que celle que je vais citer. Hein. Mais je suis obligé de citer Jaws, Les Dents de la Mer, parce que dès le début, il suffit que tu entendes juste ça. C'est juste ça. Et non seulement c'est immersif, c'est immédiat, et en plus, il a sauvé le film. Donc, puisque il est le requin du film. Sa musique est le requin qu'on ne voit pas à l'image. C'est
c'est impressionnant. Donc, je crois que je suis obligé de citer celui-là. Je te répondrai de Jaws dans ce cas précis. Mais si j'avais plus de notes, bien évidemment, je te dirais que les vélos peuvent vraiment s'envoler grâce à la musique de John Williams sur E.T. Puisque ça reste un cas d'école très, très, très rare au cinéma. Mais il faut savoir que toute la dernière bobine d'E.T. a été montée sur la musique et non l'inverse, ce qui est très, très rare. En fait, John Williams avait du mal. Il luttait un peu avec le tempo de la scène où voilà, E.T. s'en va, le vaisseau, etc. Il avait du mal et Spielberg lui a dit non, mais tu sais ce qu'on va faire, écris-la comme ça te vient, écris-la musicalement uniquement. Ne pense plus à l'image. Enfin, il les a, les images dans la tête, mais on ne pense plus en termes de rythme de montage. Écris ton truc. Il a retravaillé toute sa partition en fonction et toute la dernière bobine du film a été montée sur la musique et non l'inverse, ce qui est très, très, très rare. Voilà. Donc, mon choix de cœur, ce serait s'il y avait un peu plus de notes, ce sera toujours E.T. Mais ouais, une note, ouais, c'est Jaws, quoi. Une autre digression. J'aimerais bien connaître un petit peu, j'aimerais bien savoir, moi je suis très sensible à la cuisine interne, et j'aimerais bien savoir un peu comment Williams travaille, c'est-à-dire il part de quoi quand il commence à se lancer dans la composition d'une musique de film, pour le coup, musique de film, comment ça commence, comment ça débute? Alors, le plus souvent, c'est le film en lui-même. Le plus souvent, il intervient une fois que le film les premiers montages arrivent, quoi. Et ce qui est logique, hein, parce que même s'il a pu éventuellement travailler un peu en avant, comme ils font tous finalement, ils ont tous des thématiques qui leur viennent, ils travaillent en fonction là pour le coup des thématiques de l'histoire, du sujet, un peu en amont. Pour faire simple, il va essayer de concevoir le thème d'Indiana Jones avant peut-être de voir les images, voilà. Mais après, la composition vraiment à l'image, c'est forcément à partir du montage. C'est assez rare que ça se passe avant, sauf s'il y a besoin d'un morceau qui soit joué dans le film. Il ne lit pas de scénario, John Williams. Non, pas du tout. Il ne lit pas de scénario, il rapporte même qu'il n'a jamais reçu de scénario, en l'occurrence de George Lucas, parce que c'est une citation qu'il l'a dit comme ça. Je n'ai jamais reçu un scénario de George Lucas, donc c'est quand même pas mal, hein, parce qu'ils ont quand même fait pas mal de films ensemble. Hein. Star Wars, Indiana Jones, c'est George Lucas. Et ça, c'est assez étonnant quand on ne connaît pas forcément comment ça fonctionne. Donc non, il fonctionne avec des thématiques. Et c'est quelqu'un, je dirais, il a une approche de la musique qui est organique. Et pas nécessairement mécanique dans le sens où voilà le scénario, voilà le minutage. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le cas d'E.T., ils ont fini par faire l'inverse. Tu composes ta musique et on s'adapte. Exactement. Et cette dimension organique, je ne sais pas si le mot est très juste, mais voilà, il faut composer le thème d'un héros iconique, pulp, où tout de suite, quand on voit son accoutrement, on sait que c'est le héros, et ben musicalement, ça doit être la même. Il n'a pas besoin de plus d'informations, il y va, il compose le thème d'Indiana Jones. Et je pense que cette approche est, encore une fois, une approche à l'ancienne. Oui. C'est pas une approche underscore. Il n'est pas là pour... Enfin, après, il peut évidemment travailler au cordeau. Hein. Il l'a fait d'ailleurs il l'a fait de nombreuses fois, mais l'une des fois les plus impressionnantes, c'est la scène d'introduction de Indiana Jones 3, quand Indiana Jones est adolescent. Il y a une scène où il se fait poursuivre et ça passe dans un train. Et John Williams explique à ce moment-là qu'il y a 50 points de synchronisation. Forcément, il n'a pas pu juste composer et ensuite ils ont monté par-dessus. Il y a forcément un travail à ce moment-là qui est très fonctionnel, qui est un travail technique, pas plus que musical, mais autant technique que musical. Donc voilà. Donc oui, je pense effectivement. Et puis quand il est sur la liste de Schindler, par exemple, pour prendre un des morceaux les plus on va dire les plus complexes en termes d'approche par rapport au sujet, où il ne faut pas en faire trop, etc. Là, effectivement, ils n'ont pas fait de synchronisation à l'image comme dans un film d'action. Donc, il y a plusieurs types d'approches, mais ce qui est important de noter, c'est que John Williams ne lit pas de scénario. Voilà. Et c'est très significatif quand tu prends Indiana Jones. En fait, on lui a même reproché ça. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop de musique, par exemple, que la musique est omniprésente. On a lu ça, on a vu ça. Mais c'est vrai que sa vraie force, c'est de rendre mélodique ce qui, normalement, ne devrait pas l'être. Par exemple, moi, j'ai cette scène de poursuite à cheval et en camion des aventuriers de l'Arche perdue, où ils synchronisent tout. C'est-à-dire que le moindre, et je plaisante pas, le moindre pas des soldats nazis, quand ils montent un escalier, il y a une note pour chaque pas. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la technique du Mickey Mousing.
puisque ça a été surtout introduit dans les dessins animés, les Silly Symphonies, des choses comme ça, où il fallait vraiment que on ressente, que le spectateur, même qui ne connaisse pas, qui soit pas musicien, etc., puisse comprendre la prouesse visuelle, en fait. Les Silly Symphonies, ça servait à ça. Il fallait que la musique soit parfaitement synchro avec l'image, de manière à ce que les gens dans la salle se disent « Oh la vache, le dessin animé, il est quand même tellement réaliste, c'est tellement bien fait, parce que là, on voit que la note, elle est posée exactement quand il faut. » Et c'est pas juste un travail de compositeur, le Mickey Mousing, c'est l'une des technologies les plus impressionnantes et surtout parmi les technologies très nombreuses qu'a inventé Walt Disney. Il faut rendre à César. Oui, vraiment. Et ces techniques de synchronisation musique-image, ça n'existait pas avant. D'ailleurs, Disney, pardon, c'est pas du John Williams, c'est juste pour l'anecdote parce que j'aime bien, la première bande originale au monde, c'est Walt Disney. C'est Blanche-Neige. Voilà. Mais oui, effectivement, cette capacité. Cette scène d'Indiana Jones, elle est vachement intéressante parce que on a le motif associé aux nazis et le motif associé à l'héroïsme, qui est donc le thème d'Indiana Jones que tout le monde connaît, qui se combattent également. C'est-à-dire qu'on a le combat à l'écran et en fait, en musique, on a aussi le combat entre ces deux motifs. Et quand on a les nazis qui prennent un peu le dessus, on a la musique qui prend un peu le dessus. Et quand Indiana Jones finit par prendre définitivement le dessus, on a le thème héroïque qui éclate à ce moment-là. Donc c'est effectivement, c'est plus qu'une façon de penser la musique à l'image avec un ajustement vis-à-vis du montage, mais aussi par rapport à la manière dont c'est raconté, même si c'est pas forcément symétrique avec le montage en soi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà, les pas des méchants qui montent sur les camions, ça typiquement c'est pas lié au montage, c'est le mouvement inhérent à l'écran et c'est un mouvement qui est visuel, mais c'est aussi éventuellement un mouvement qui est intellectuel, ce qu'on entend aussi dans d'autres films qui ne sont pas purement des films d'action. Donc voilà, donc John Williams c'est tout ça, et c'est pas galvaudé de dire que c'est un grand compositeur de ce point de vue-là. C'est un des plus grands, voire le plus grand, et on peut l'expliquer précisément en quoi. On peut prendre des points très précis de son œuvre pour l'expliquer. Et en plus, il y a des couches et des sous-couches. Toujours sur cette même séquence, par exemple, on a à la fois de l'action pure et dure pour ce sentiment aventureux. Donc, il y a des mélodies enlevées, voilà, l'orchestration est déployée, on y va beaucoup avec les cuivres, etc. Les violons qui suivent derrière comme ils peuvent. Et en même temps, il y a de l'humour parce que ça reste du pulp, ça reste décalé. C'est pas de l'action brute de décoffrage. Donc, il y a plein de sous-couches, et tout s'entend dans sa musique. La légèreté apporte de l'humour, l'intensité orchestrale va donner cette dimension d'aventure, et en plus, comme le disait Romain, il y a aussi le côté plus intellectuel avec cette mise en opposition des thèmes du héros, des thèmes des vilains, etc., qui se chevauchent, qui se reprennent, qui s'entrecroisent, jusqu'à ce que l'un triomphe, etc. Et parfois, on est beaucoup plus dans la nuance. J'aime bien prendre cette scène où, dans la dernière croisade, Indiana Jones, on pense qu'il est tombé avec le tank. Juste avant qu'il tombe avec le tank, il y a son chapeau qui s'envole au vent. Il faut savoir que Spielberg, dans tous les Indiana Jones, s'est toujours amusé à faire en sorte que quand un des personnages, même secondaire, surtout secondaire d'ailleurs, enlève sa casquette, perd sa casquette, enlève son chapeau ou perd son chapeau, il meurt d'une mort violente dans les secondes qui suivent, ou dans les minutes qui suivent la séquence, à chaque fois. Vous regarderez ça à chaque fois. Et donc, ce qui fait que quand le chapeau s'envole, il y a cette tension, et John Williams l'accompagne. Voilà, là on est en tension. Et quand finalement le chapeau revient à Indiana Jones, qui bien évidemment n'est pas mort au fond du ravin, le chapeau est rapporté par le vent, comme ça, tout doucement, et il y a une bribe du thème d'Indy, de la Raiders March, qui vient, mais là de manière à la fois très, très subtile, et en même temps très drôle, quoi. C'est presque un motif clin d'œil, quoi. Il le joue en mode clin d'œil. Donc on voit l'intention grâce aux orchestrations, le choix des instruments, tantôt cristallin, tantôt cuivre, tantôt cordes, etc. Et alors que la base est toujours la même. Et d'ailleurs, il a avoué, il a dit que le thème d'Indiana Jones, qui en fait est l'accumulation de deux thèmes, ça je vais le préciser juste après, il dit qu'il a travaillé sur ces quelques petites notes, c'est comme ça qu'il les qualifie, ces quelques petites notes lui ont demandé beaucoup plus de travail
que parfois des dizaines et des dizaines de minutes de partition, plus pour le coup mécanique, même si nous on les trouve senties, intéressantes, intelligentes, enlevées, etc. C'est plus de la mécanique, effectivement, quand il voit les pieds des soldats, il se dit que là, il va faire une note là, une note là, une note là, ça l'aide en fait, ça l'aide à trouver sa mélodie, le visuel. Alors que quand il est dans la recherche de motifs, donc dans la recherche de l'intention, là c'est plus difficile. Et il se trouve que pour Indiana Jones, il avait 2 idées de thèmes à soumettre à Steven Spielberg. Donc il y avait d'abord tan tadatan, tan tadam, comme on connaît, et il y avait aussi tan tadam, tan tadatan, tan tadam, tan tadatan. Donc il arrive devant Spielberg et il dit écoute Steven, je suis embêté, choisis. Voilà, j'ai 2 propositions de thèmes. Alors c'était les thèmes de Raiders, parce que on rappelle que le premier film ne s'appelait pas encore Indiana Jones en grand, mais Raiders of the Lost Ark tout court. Donc c'était le thème de l'aventure, le thème des aventuriers. Et Spielberg a aimé les 2, et c'est Spielberg qui a dit à Williams écoute, je ne peux pas choisir, trouve un moyen de jumeler les 2, trouve le moyen de les rassembler. Et du coup, l'un est devenu, on va dire, le thème principal, et l'autre est devenu le pont qui lie justement le thème. Et du coup, c'est pour ça que ces 2 motifs s'enchaînent et ne font plus qu'un. Voilà, c'est une jolie anecdote aussi. Donc, ça montre aussi qu'il y a une vraie collaboration. Aussi, on l'a pas dit encore, mais cette collaboration avec Spielberg, c'est une des plus belles de toute l'histoire du cinéma, une des plus longues, une des plus productives. Tu citais La liste de Schindler, Romain, il faut rappeler que c'est un film que Williams ne voulait pas mettre en musique. Il ne se sentait pas avoir les épaules, il voulait refuser. Par rapport au sujet. Par rapport au sujet, il trouvait ça trop intense, trop dur, trop. C'était pas comme d'habitude. Voilà, pour lui, c'était pas comme d'habitude. C'est incroyable. Voilà. Et ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas. Il se sentait pas à la hauteur. Il se sentait pas à la hauteur. Et très concrètement, il dit à Spielberg, il dit, écoute Steven, là, je préfère pas le faire. Il y a des compositeurs qui sont bien meilleurs que moi pour ça. Et la réponse mythique de Spielberg, c'est oui, c'est vrai, tu as parfaitement raison, John. Le problème, c'est qu'ils sont tous morts, ceux-là. Il reste plus que toi. Donc ça a fait rigoler Williams, qui nous a quand même pondu ça, et heureusement, parce que on peut débattre autant qu'on veut sur le film. Le travail musical sur La liste de Schindler, l'intensité de cette BO, c'est... On dit souvent avec Romain qu'on écoute les musiques de films indépendamment des films, on écoute des albums. Ça fait partie des plus belles œuvres qui m'ont été données d'entendre de toute ma vie, concrètement. Ça me fait chialer, ça. Par exemple. Mais c'est incroyable ce que tu dis, parce que parmi les grandes questions théoriques sur le cinéma, il y a cette fameuse question qui reste encore d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on peut représenter, qu'est-ce qu'on peut ne pas représenter. Moi, c'est une question qui me travaille depuis toujours, et surtout quand elle est axée autour de la Shoah. Bien sûr. Et on va pas parler de La liste de Schindler, sinon ça va être une autre émission. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est très impressionnant d'entendre aussi que John Williams aussi. Est-ce que c'était aussi ce rapport-là? Je veux dire, est-ce que je suis capable de créer une composition musicale pour représenter quelque chose d'assez particulier, d'assez unique, comme avec le Landman, assez unique, la Shoah? Je crois que c'était le poids des morts. Je crois. Ah, oui. C'est le poids de l'histoire. On traite pas une histoire comme celle-là à la légère. On la traite pas. C'est un autre. Pourtant, il a fait beaucoup de choses très émouvantes. On va citer, je sais pas, Né un 4 juillet, par exemple. Donc, il a traité des sujets graves. Là, dans l'occurrence, le traumatisme créé par la guerre du Vietnam, les vétérans, etc. Angela Ashes, qui est un de mes Angela Ashes aussi, qui bien parle sûr. oui, effectivement, je crois que c'est en Irlande. C'est un livre très, très célèbre. Ouais. C'est une adaptation d'un livre. C'est l'une des partitions les plus sensibles et Ouais. tristes au premier degré. Enfin, vraiment, quand on l'écoute, déjà, on sent qu'il se passe quelque chose sans connaître le film. Moi, j'ai découvert la musique avant de connaître le film ou le livre. Et ça, typiquement, rentre dans la ça rentre parfaitement dans la question que tu poses. Les cendres d'Angela d'Alan Parker, on est bien d'accord. C'est ça, exactement, d'Alan Parker, c'est celui-là, ouais, Angela's Ashes. Et après, il y a un autre, ça le gêne un peu moins dans le cadre de biopic ou type Nixon. Il arrive à s'approprier. C'est difficile aussi de devoir composer une mélodie, un thème pour quelqu'un
dont on connaît l'image à un niveau mondial, par exemple. Le thème de JFK le thème patriotique de JFK est un de ses plus beaux, quoi. Il a vraiment réussi quelque chose de très fort, et en même temps, c'est étonnamment beau parce que JFK, etc., et tout ce qu'on pourrait penser autour de ça, le thème est absolument magnifique. Il est fou, et il est super émouvant, alors qu'en gros, je schématise un peu volontairement, mais c'est un polar, hein, c'est une intrigue, c'est une enquête. Après, il y a une dimension quand même émotionnelle à travers le suivi des personnages, etc. Donc, on parlait du John Williams multiple, et c'est important, je vais me permettre d'insister là-dessus, parce que dans l'esprit des gens, et même de certains détracteurs, on dit il fait tout le temps la même chose. Alors déjà, non, c'est pas parce qu'on utilise tout le temps les mêmes types d'orchestration ou autres, ou d'instruments, qu'on fait tout le temps la même chose. C'est un grand débat, je vais pas le lancer maintenant, je te rassure, mais quand je vois qu'il fait aussi des choses comme ça, c'est présumé innocent. C'est une partition piano, c'est vraiment partition piano. Il n'y a pas que ça, il y a aussi quelques cordes, etc. Mais c'est une des plus belles aussi. Vraiment, je vous le conseille. C'est pas le plus connu. Hein. C'est pas le plus connu, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. J'aime bien sortir des trucs les plus connus. Et pareil, chez Spielberg, on cite toujours les mêmes, alors que l'une de ses plus grandes et des plus accomplies et des plus abouties, je pense que Romain ne me démentira pas, c'est celle-là. Ouais. Un film qui est, j'allais dire mal aimé, mais presque conspué, critiqué, etc. Voilà, mais à tort ou à raison, encore une fois, c'est comme la liste de Schindler, le débat, il n'est pas là, mais musicalement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc ça, je sais qu'on l'a en commun avec Romain. C'est Amistad, moi, le thème, la bande originale, mais le thème... Dry Your Tears Africa, c'est quand je l'écoute, j'ai à la fois, quand je l'écoute et que je me mets en condition, parce que c'est pareil, on peut écouter de la musique en faisant le ménage ou en travaillant, mais quand on se met en condition, c'est vraiment l'un des thèmes. Je sais pas, je dis ça comme ça. Pareil. C'est dans le top 5 des thèmes qui me font à la fois, qui me vont mettre les larmes à l'œil, et puis en même temps, on a la chair de poule. Et voilà, désolé pour la formule encore en boucle, mais il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui sont capables de ça. Pas beaucoup. Je rappelle, vendredi 14 avril, à partir de 20h15, c'est au Grand Rex. Et donc, c'est un hommage à John Williams, saga légendaire. Il y a 4 films, 4 musiques de films: Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones. Pourquoi ces films-là? Alors, au départ, au Festival Jules Verne, moi, je faisais la production de concerts, on faisait un peu de tout, quoi. Et ce que je regrettais, c'était un peu ce manque d'unité, si je puis dire. On passait de King Kong à La Planète des Singes, Les Dents de la Mer, il y avait du Max Steiner, il y avait du Alex North, on a joué du Cléopatra, des choses extraordinaires. Mais, alors, c'était des très, très beaux concerts, mais un peu ce manque d'unité. Donc déjà, ça, c'était la question. Faire que du John Williams, j'aimerais bien faire que du Alex North, ça serait vraiment un rêve, un fantasme, mais malheureusement, ça ne marcherait pas. Ou alors, il faudrait le faire dans une salle subventionnée, la Philharmonie, etc., avec un partenaire, avec un grand orchestre national en partenaire. Voilà, c'est une autre dimension, une autre discussion. Du Miklos Rozsa, j'aimerais tellement du Miklos Rozsa. Pour expliquer comment ça fonctionne dans le milieu de la production. Moi, je suis un producteur indépendant, je suis un petit producteur. Je gagne pas très bien ma vie. Hein. Je me permets de le préciser, puisque quand je dis que je produis des concerts, tu fais bien. Les gens imaginent que là, mon concert au Grand Rex, j'habite dans le sud de Paris, je vais prendre le RERC pour aller à mon concert vendredi matin. Hein. Donc, non, concrètement. Même pas Uber. Alors, si je dois me lever à 4h ou 3h du matin, ce qui arrive aussi, ça peut m'arriver, mais j'ai des collègues qui viennent me chercher. Voilà. Mais oui, effectivement, dans le cadre de cette démarche, John Williams, en 2016, on s'est dit, voilà, on va faire un concert que John Williams. Il y aura déjà une unité, une immersion musicale qui sera bonne. On a des concurrents qui ont fait un concert Hans Zimmer, John Williams. Alors, c'est très bien, ça a très bien marché. Moi, j'aime les deux, mais c'est vrai que John Williams sans Zimmer, même si c'est orchestré et qu'il y a le même orchestre sur scène, c'est un petit peu bizarre. Mais j'ai presque envie de dire que c'est la même chose si je joue Alex North, John Williams, John Scott et Jerry Goldsmith à la suite. C'est bizarre quand même malgré tout, même si ça reste très très bien. Donc faire que du John Williams. Et donc en 2016, on est arrivé avec ce concert où on a joué de tout, hein, parce qu'on l'a fait tous les ans, hein, le concert John Williams, où à chaque fois je changeais la setlist, je mettais les films que j'aime, et puis je mets aussi des choses
pour que les gens découvrent. Donc on a joué du JFK, on a joué de l'Amistad, on a joué Angela Ashes, on a joué, je sais pas, de tête comme ça, c'est toujours le piège. Et puis on a joué évidemment les grands classiques, hein, les E.T., les Star Wars, les Jurassic Park, et tous les ans, on avait cette formule qui revenait. Avec à géométrie variable, hein, dans la setlist. Là, cette année, c'est comme ça que d'ailleurs j'ai écrit l'éditorial du programme qui sera offert à tout le monde, hein, tout le monde pourra le lire. Cette année, je me suis dit, je vais assumer un truc tout bête, c'est que oui, John Williams, il y a plein de diversité, il y a plein de pluralité, etc. Mais là, j'ai envie d'avoir toutes mes sagas, légendaires, hein, je les ai appelés comme ça par défaut, mais finalement c'est bien, ça représente bien l'idée. J'ai envie de toutes les jouer en un concert. Alors, la première setlist, elle faisait 3h30, hein. Donc je peux pas faire un concert de 3h30 pour plein de raisons différentes. Les musiciens, ils peuvent pas jouer 3h30 d'affilée du John Williams déjà, même 2h30, hein, c'est difficile. Donc j'ai dû m'arrêter à 2h, mais un petit peu moins de 2h même. Donc ça a été très 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 compliqué. Mais je joue des très belles et très bonnes musiques, et certaines même des musiques un peu rares, donc des sagas. Alors on parle de sagas, hein, parce qu'évidemment des films légendaires, il y en a plein, donc Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones et Jurassic Park, avec un petit peu du monde perdu, hein, parce que Jurassic Park aussi est une saga, pour assumer aussi le côté pop culture qui nous anime tous. On est rentré dans l'univers de John Williams par le biais de la pop culture. Donc autant on a fait par le passé des concerts John Williams où on jouait vraiment de tout. Alors pop culture, c'est le côté un petit peu pas péjoratif, mais connoté. Voilà, pop culture, c'est, on va dire, les films un peu plus fantastiques, un peu plus liés à la culture de l'image, à la culture du comics, à la culture pulp. Quand on dit pop culture, c'est ça. Et pour le coup, les 4 sagas dont on parle, elles sont vraiment à fond dans cette idée de pop culture, et donc d'assumer cette dimension-là et de se dire, OK, sur cet épisode, sur cette version du concert John Williams, là, on va y aller à fond. On va jouer Harry Potter, Seigneur des Anneaux, on va jouer les thèmes... Pas le Seigneur des Anneaux, mais... J'ai dit Seigneur des Anneaux, pardon. Oui, Seigneur des Anneaux. Ça, c'est un beau lapsus. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, oui, pas mais vraiment assumer ce côté pop culture à fond, les sagas légendaires, et puis je vais pas non plus cacher, parce que ça serait hyper hypocrite et langue de bois, et c'est pas du tout ce que je suis, que faire aussi cette formule saga légendaire, commercialement, ça parle aussi beaucoup aux gens, il y a un affect plus important, et si jamais je fais un concert... les films tristes légendaires de John Williams où j'enchaîne que des listes de Schindler, etc., ça serait tout aussi bien et beau, mais ça marcherait beaucoup moins. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là. Et il y a cette idée, qu'on peut réunir en un concert toute l'idée fantasmagorique que l'on va se faire de la pop culture. En un concert, on va jouer les sorciers, les dinosaures, les héros pulp, le space opéra, et tout ça, c'est réuni en un concert, et ce qui est magique, c'est que c'est réuni en un compositeur. Et pratiquement, ouais, je triche un peu, pratiquement en un seul créateur. Ça pourrait presque être un concert George Lucas, Steven Spielberg. D'ailleurs, on a fait une version John Williams, Steven Spielberg, la toute première année, mais voilà, c'est ça qui est magique. Toute cette dimension fantasmagorique de la pop culture, assumée en un concert. Et ça paraît bête dit comme ça, mais ça n'avait pas non plus vraiment été fait jusqu'ici. Et parfois, c'est bien d'assumer les plaisirs coupables, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de plaisir coupable à préférer le thème d'Harry Potter au terme de la liste de Schindler, hein, ça serait une idiotie de le dire, mais c'est un peu cette idée-là aussi. C'est de se dire, là, cette fois, on va pleurer pour d'autres raisons, et ça va être bien quand même, et on va réunir la famille, et il y aura ma famille dans la salle, il y aura ma fille, c'est ce côté très 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 ouvert, comme la musique de John Williams qui est toujours très ouverte sur de nombreuses possibilités. Et là, c'était un peu l'idée pour accompagner ça. Voilà.
On est dans le partage, là, hein, concrètement, sur une soirée comme ça. Moi, alors là, je parle un peu en extérieur. Je travaille régulièrement avec Overlook, mais je ne fais pas partie d'Overlook, je rappelle. Et à chaque fois, je me suis retrouvé plusieurs fois à être simplement spectateur. Bon, toujours un petit peu invité privilégié, je l'avoue, mais à ne pas participer à la soirée. Et à chaque fois, je le dis en toute franchise, c'est un super moment parce que c'est du partage. Et quand d'ailleurs, c'est pas pour refaire de la promo du tout, mais quand on a fait notre guide des compositeurs de musique de film avec Romain, on s'est tout de suite dit qu'on voulait faire un guide amoureux, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est un guide amoureux. Et dans tout ce qu'on essaye de faire, c'est transmettre la passion et je pense que c'est le mot, c'est ce qu'il y a de plus communicatif, quoi. Vraiment. Et surtout avec une musique, là pour le coup, festive. Et je reviens à la citation que j'ai sortie au début de l'émission. C'est important pour Williams. Donc si c'est important pour lui, c'est important pour nous et ce sera important pour les gens dans la salle. C'est évident, quoi. C'est évident. Et je remercie Romain de la confiance qu'il m'accorde une fois de plus pour cet événement-là. Moi, j'ai eu la chance, je voudrais juste raconter ça. J'ai eu la chance de rencontrer John Williams, c'est une chose, mais j'ai eu la chance de le voir en concert avec le London Symphonic Orchestra. Ça remonte à loin, c'était en 96 au Barbican Center, dans les environs de Londres. Et la particularité de cette représentation-là, de ce concert-là, c'est que il jouait justement. Alors il y avait pas que les sagas, mais il y avait que des grands thèmes. Il y avait Superman, mais quand même il y avait aussi du JFK par exemple. Il y avait la liste de Schindler bien évidemment. Il y avait plein de choses. Mais il a fini sur Indiana Jones. Et pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce qu'en fait il se trouve que les musiciens du London Symphonic Orchestra, le LSO pour les intimes qui étaient là ce jour-là et qui jouaient pour nous ce jour-là, c'était ceux qui avaient enregistré Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'était les vrais musiciens. Donc j'ai eu cette chance d'entendre et de voir jouer live le LSO, John Williams qui dirige, avec les vrais musiciens, donc comme sur l'album, quoi, comme sur l'album. Et l'album qui est là et que je lui ai fait dédicacer puisque j'ai pu le rencontrer backstage à l'issue du concert. J'étais pas encore journaliste, j'étais pas encore voilà. Ça c'est sa jolie signature et Roman a une autre belle à vous montrer juste après. Ouais. Et voilà. Et donc les petits échanges que j'ai eu avec lui, sans me douter qu'un jour j'aurai des interviews avec lui plus construites, etc. Mais c'est un moment privilégié pour moi parce que là j'étais simple fan. Et comment dire ça, il a été d'une douceur et en fait c'est quelqu'un qui en plus est vraiment agréable, quoi, dans le relationnel avec les gens, dans ses relations de travail et dans ses relations avec les journalistes, avec les gens. Quand il doit parler de musique, il est toujours content et il en parle avec précision, etc. Et je suis d'autant plus content d'avoir pu le rencontrer ce jour-là que toutes les interviews que j'ai pu faire par la suite pour le magazine se sont toutes faites à distance, comme je disais tout à l'heure. Donc, je ne l'ai jamais recroisé. Mais au moins, rencontre il y a eu. Et comme je les ai dit dans une émission Pop Culture il n'y a pas longtemps, bêtement, à l'époque, je n'osais pas demander de photo. Donc, on n'a pas fait la photo avec John Williams. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Oui, moi, avant de repasser, voilà, je finirai sur une petite recommandation après. Vas-y, Romain. Je t'ai tendu la perche pour le. Je l'avais préparé, mais c'est vraiment pour le principe. J'ai le guide des compositeurs de musique de film. C'est le livre qu'on a coécrit avec Vivien. Et bon, on le fait dédicacer par le maximum de compositeurs qu'on peut. Voilà, vous avez vu la dédicace de John Williams sur la page John Williams. Il n'est pas le seul à l'avoir dédicacé, cet exemplaire unique qui est chez moi, mais dont on se partage la propriété avec Vivien. Mais effectivement, je voulais préciser vraiment que moi, ma démarche de créer un concert de John Williams, elle est allée jusqu'à demander à John Williams l'autorisation. On a eu l'autorisation de John Williams. À l'époque, on avait même eu l'autorisation d'Anne Blin pour utiliser le nom de Spielberg sur l'affiche. Il a donné l'autorisation. On était au téléphone avec ses agents et puis il était dans la même pièce. Donc c'est la seule fois où j'étais aussi proche de lui. Voilà, c'est par ce coup de fil où il était dans la même pièce. Et ensuite, ils avaient accepté que je leur envoie le livre pour qu'ils puissent me le dédicacer. Voilà, donc c'est très symboliquement parce que un producteur qui appelle John Williams pour lui dire est-ce que je peux jouer votre musique en concert, il dira oui, mais la plupart ne le font pas parce qu'ils peuvent le faire en vrai. Mais moi j'ai l'accord de John Williams en personne et c'est extrêmement symbolique et c'est même un petit peu idiot, mais j'en suis très heureux. Voilà. C'est pas idiot du tout, au contraire. Et tu fais très bien de le préciser, parce qu'il y a cette loi, les gens ne le savent sûrement pas, mais on peut jouer de la musique à partir du moment où on ne la déforme pas
où on respecte sa structure, on respecte son orchestration, etc., on peut la jouer sans l'autorisation du compositeur. Il suffit si la musique, voilà. Si la musique a été déposée dans une société de gestion collective comme la SACEM Voilà. en France. Exactement, voilà. C'est la condition quand même. Bien sûr, il y a toujours ce que j'allais dire, il faut payer les droits, j'allais justement citer la SACEM, mais le grand public ne le sait pas, tout ça. Donc toutes les musiques ne sont pas déposées dans les sociétés de gestion collective, c'est la petite subtilité. Donc des fois, il y a des gens qui font des concerts de musique, ils n'ont pas le droit de le faire, mais c'est un autre débat, voilà. c'est un autre sujet. Mais en tout cas, avant que, je crois que Vivien, tu voulais terminer sur une anecdote. Juste, je rappelle, vendredi, 14 avril, Grand Rex, à partir de 20h15. Et puis, il faut venir. Voilà. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Il y a même le lien du site d'Overlook. Il y a tout. Donc, il faut venir. Et puis, Vivien, je crois que tu voulais terminer sur quelque chose. Juste un truc, mais alors d'abord, oui, venez, parce que même si vous venez pas pour John Williams, et même si vous venez pas pour Romain et moi, venez voir Samir, vous les fans de Microciné, parce qu'il sera là dans la salle. Donc, venez rien que pour Samir, il le vaut bien. Non, c'est pas une anecdote. On parle de John Williams en concert, et je ne peux pas ne pas montrer ces deux magnifiques coffrets qui sont sortis. Alors, je vais aller l'un par l'autre. Hein, voilà, On a d'abord celui-là qui est mon favori. Alors ça, c'est un concert qui date il y a à peine 1 an et demi, 2 ans, je crois. C'est sorti. C'est un gros coffret Blu-ray avec donc il y a le Blu-ray, il y a les CD, etc. Donc ça, c'est à Berlin. Là où il joue, il dirige lui-même. De toute façon, c'est 2 concerts qu'il dirige lui-même. Et il y a celui-ci qui était un petit peu avant, un an et demi avant, à Vienne, et qui a une particularité, c'est que celui-là, il l'a fait en collaboration avec une violoniste soliste qui s'appelle Mutter. Alors, j'ai plus son prénom. C'est sur la couve. Attends. Voilà, Anne-Sophie Mutter, voilà. Donc ça donne 2 concerts un peu différents, même s'il y a des morceaux qui se recoupent. Les 2 setlists sont très différentes. Et donc je salue Deutsche Grammophon, qui généralement s'occupe vraiment de musique classique, etc., de sortir des belles choses comme ça, parce que là, et pour reprendre le terme du concert de Romain, là on est dans la légende, et on a cette chance d'être dans la légende vivante. On a des documents filmé des concerts entiers de John Williams lui-même qui dirige les orchestres. C'est gravé à jamais. Moi, ça fait partie des choses que je regarde et que j'écoute régulièrement. Et ça, c'est des belles éditions. On n'en a pas eu avant. Il n'y avait pas eu de concert de John Williams qui dirige, qui était sorti avant. Il y avait eu un tribute qui était dirigé par d'autres, et il venait juste faire Star Wars à la fin, par exemple, qui était passé sur Arte, etc. Mais ces coffrets-là, si vous aimez la musique de film, mais jetez-vous dessus. C'est juste, là, c'est la légende vivante qu'on voit exercer son art, et moi ça m'émeut énormément, et de voir ces gens dans la salle qui partagent la même passion que nous. Celui-là est un peu difficile parce que tout le monde est masqué, et donc c'est gravé aussi dans l'histoire. Il y a les masques, voilà. C'était post-Covid, donc voilà. Mais je voulais absolument dire que voilà, ça existe. Il y a aussi des compiles formidables comme celle-ci, voilà, Spielberg Williams, avec un dessin de Drew Struzan, magnifique. Donc c'est quand même rare aussi ça. Un des plus grands dessinateurs d'affiches de films officiels qui va jusqu'à être empoché pour faire l'affiche d'un CD quand même, ou qui dessine un compositeur à côté de Spielberg. C'est du quasi jamais vu. C'est très très rare ça. Donc pour accéder à ce statut-là, il faut vraiment s'appeler John Williams. À vendredi, tout le monde. Venez nous voir, et surtout venez l'écouter. Écoutez sa musique. On va tous la partager ensemble, et avec l'ami Paul Freeman quand même. Oui, ça effectivement, c'est ce que j'avais dit, ce qu'on disait dès le début. Merci en tout cas, Vivien, Romain, d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à toi. C'était tout à fait logique. Alors, j'ai montré ça à un moment, c'était assez fulgurant. Voilà. C'est le guide des compositeurs de musique de film. C'est édité chez Inis Éditions. Il faut savoir que le 3 mai, à partir de 20h, il y aura un live où on parlera de ce livre. Donc, Vivien et Romain reviendront sur la chaîne. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer là, pour le coup, ce live. Longtemps. Mais ça va être très sympathique. Prenez la soirée, les gens. Prenez la soirée. Voilà. Et encore une fois de plus, vendredi 14 avril, à partir de 20h15 au Grand Rex, c'est les sagas légendaires pensées par, en tout cas, la mise en scène, la direction musicale pensée par Romain Nasnois. Et je rappelle d'ailleurs les 4 sagas, Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, et en invité d'honneur, Paul Freeman, monsieur René Belloc,
dans le premier opus d'Indiana Jones. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus. Et puis, on se retrouve très, très vite. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci Samir. Salut tout le monde. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.